Donc en tout cas, je vous remercie d'être là ce soir pour parler de l'ostéopathie et de l'endométriose, la façon dont on va pouvoir interagir en fait sur les symptômes de l'endométriose. Donc on va suivre un petit plan. On va commencer par reparler un petit peu de l'endométriose. On reparlera rapidement en fait de la pathologie, du diagnostic, des traitements qui existent. Ensuite, on enchaînera justement avec l'ostéopathie, la façon dont ça va pouvoir interagir avec l'endométriose. Et on terminera avec quelques petits conseils sur la gestion de la douleur, sur de petites choses aussi. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions à intervenir, il n'y a pas de souci, c'est pas obligé d'attendre la fin. Je n'aurai pas forcément les réponses, mais en tout cas, n'hésitez pas. Alors, donc l'endométriose, c'est une pathologie chronique inflammatoire hormonale immunitaire. Donc il y a un peu tout ça là-dedans. Inflammatoire, donc on en reparlera en fait un petit peu tout à l'heure. L'inflammation, ça va être surtout au moment des règles que ça va se passer, hormonale, parce que ça va être dépendant des œstrogènes. On en reparlera aussi. Chronique, parce que ça dure dans le temps. Et immunitaire, parce que ça fait intervenir aussi l'absence, si on peut dire, de réponse de notre système qui devrait se défendre contre ces cellules. On estime en France que ça touche environ 10% des femmes. En âge de procréer, on y reviendra un petit peu plus tard, et c'est sans doute un chiffre qui est sous-estimé, parce que toutes les personnes qui sont porteuses d'endométriose ne sont pas forcément symptomatiques, et il y a également beaucoup de femmes qui vont gérer leurs symptômes toutes seules, et donc du coup qui n'en parleront pas aux médecins et qui seront pas en tout cas dans ces statistiques-là. L'endométriose, c'est statistiquement aussi 30% de femmes qui rencontreront des problèmes pour avoir un enfant. Dans la population normale, enfin générale on va dire, c'est moitié moins. Donc c'est pas incompatible en tout cas avec des enfants, hein, bien au contraire, mais il y a quand même plus de risques d'avoir des difficultés en tout cas pour avoir un enfant. Et on en parle beaucoup, l'errance diagnostique. Donc c'est le temps à partir du moment où on déclare les symptômes à notre médecin, à notre sage-femme ou quoi que ce soit, jusqu'à temps qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, donc c'est très long, c'est entre 5 et 7 ans. Donc maintenant, comme c'est un peu plus médiatisé, je pense j'espère en tout cas que ce délai en fait va se réduire en tout cas, et pour aboutir justement sur des prises en charge un peu plus globales. Donc concrètement, l'endométriose, ça se manifeste par le fait de retrouver des cellules qui vont ressembler à celles qu'on retrouve dans l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus, mais ailleurs que là où ça devrait se trouver. Donc, notre utérus qu'on va voir de face, donc l'endomètre, c'est cette petite paroi fine qui va se développer justement au cours du cycle. Et donc on va retrouver des cellules qui ressemblent à celles de l'endomètre, mais ailleurs. On a plusieurs types d'endométriose, qu'on va détailler rapidement. Donc l'adénomiose, les endométriomes, les kystes au niveau des ovaires, et l'endométriose au sens où on l'entend en tout cas le plus communément dans les médias ou quoi que ce soit, l'endométriose superficielle et profonde selon la profondeur à laquelle elle va s'infiltrer dans les tissus. L'adénomiose, donc c'est le fait de retrouver des cellules qui vont ressembler à celles de l'endomètre qu'on va voir ici, mais qui vont infiltrer plutôt le muscle utérin, le myomètre. On peut avoir en tout cas beaucoup de lésions comme sur le schéma, comme on peut très bien avoir juste une petite lésion focale à cet endroit-là. Il faut savoir que c'est vrai par rapport à l'adénomiose, mais c'est vrai de façon générale aussi, et même pas que dans l'endométriose. C'est pas la quantité de lésions qu'on va voir qui va nous donner en fait une information sur l'importance des symptômes. On peut très bien avoir juste une petite lésion et que les symptômes soient très 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 importants, comme on peut avoir plein de lésions un peu partout, puis au final, oui, un peu plus de douleur que d'habitude, mais pas plus que ça. Donc c'est pas forcément lié par rapport à ça. Les kystes au niveau des ovaires, donc on appelle souvent ça des kystes chocolat, parce que justement quand les chirurgiens vont intervenir, ça a vraiment cette couleur-là et le liquide à l'intérieur est chocolat. Donc ça va se localiser spécifiquement au niveau des ovaires. On peut tout à fait développer des kystes pour d'autres raisons, mais donc du cas l'endométriose va pouvoir en tout cas se manifester sur les ovaires de cette façon-là. Et on va avoir après l'endométriose, comme on disait, superficielle ou profonde, selon en fait qu'elle va rentrer plus ou moins loin à l'intérieur des tissus. Donc là, on peut en retrouver un peu partout. Donc sur les parois de l'utérus, sur les trompes, sur les ovaires, on en a parlé. Ça peut aussi être dans le vagin, comme ça peut être aussi ailleurs. Donc là, ici, on a une vue de face, avec le bassin. Là, c'est le diaphragme, le foie. Donc on peut en retrouver sur le diaphragme. On peut en retrouver sur le gros intestin, le côlon, le début du gros intestin, ou ailleurs aussi. Donc là, sur une vue de profil, les fesses sont par ici, le ventre est par là. On peut avoir des lésions en fait sur la vessie. Donc là, c'est l'utérus avec le vagin. Très souvent, en fait, on retrouve, ça c'est des ligaments, les ligaments utérosacrés, qui vont raccrocher, en fait, fixer notre utérus et le raccrocher derrière, au niveau du sacrum, qui est le gros os du bas de la colonne, à cet endroit-là. Donc on peut fréquemment, en fait, retrouver des lésions à cet endroit-là, des lésions sur le rectum aussi.
Comme on le disait tout à l'heure, c'est une pathologie qui va toucher la femme dans sa période d'activité reproductrice. Donc, en théorie, il n'y a pas de symptômes avant la puberté et après la ménopause, ça s'arrête. En théorie, parce qu'il y a toujours des femmes qui, malgré la ménopause, donc l'arrêt en fait du cycle menstruel, vont quand même continuer d'avoir des symptômes liés à l'endométriose. La grossesse, c'est pareil que la ménopause, c'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle le corps va être plutôt sous la dominance de la progestérone, on y reviendra un peu tout à l'heure. Donc du coup, l'endométriose en général, elle est au repos. Donc la plupart du temps, pendant la grossesse, ça se passe bien, en tout cas on a moins de douleurs, moins de symptômes. Mais encore une fois, c'est dans les grandes généralités. Il y a toujours des personnes qui vont être en dehors du cadre, et donc qui vont pouvoir, malgré la grossesse, avoir toujours les mêmes douleurs qu'elles ont en dehors du fait de porter un enfant. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une maladie qui va être sous la dépendance des œstrogènes. Donc les œstrogènes, c'est une des deux grandes principales hormones sexuelles qu'on va avoir au niveau du cycle féminin. Donc les œstrogènes et la progestérone. Et donc l'endométriose, elle va réagir aux œstrogènes. Elle va se développer justement grâce aux œstrogènes. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. On va justement faire un petit temps sur le cycle féminin classique. Donc tout ça, ça naît au niveau du cerveau. On a différentes glandes, l'hypothalamus qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse, on y reviendra un peu plus tard, c'est une glande qui est importante. C'est elle qui va sécréter les hormones qui vont agir directement sur nos ovaires pour favoriser justement la croissance de plusieurs ovocytes jusqu'à avoir un seul ovocyte qui va être expulsé, l'ovule. Et donc c'est ces ovaires après qui vont sécréter les œstrogènes, entre autres, et qui vont justement avoir, dans nous ce qui nous intéresse, un impact sur l'endométriose. Je vous mets une petite vidéo justement pour expliquer un petit peu tout ça. Le cycle menstruel commence par des saignements menstruels, marquant le premier jour de la phase folliculaire. Lorsque la phase folliculaire commence, les niveaux d'œstrogène et de progestérone sont faibles. Par conséquent, les couches supérieures de la muqueuse épaisse de l'utérus se décomposent et sont éliminées, et les saignements menstruels apparaissent. À peu près à ce moment-là, l'hypophyse commence à envoyer l'hormone folliculostimulante à vos ovaires, stimulant le développement de 5 à 20 follicules dans les ovaires. Chaque follicule contient un ovule immature et produit des œstrogènes. Un follicule va bientôt commencer à se développer plus rapidement que les autres. On l'appelle le follicule dominant. Au fur et à mesure que le follicule se développe, le taux d'œstrogène dans le sang augmente considérablement. Cette augmentation des œstrogènes commence à inhiber la sécrétion de l'hormone folliculostimulante. La chute de l'hormone folliculostimulante permet aux plus petits follicules de mourir. Ils sont en effet privés de l'hormone folliculostimulante. L'augmentation de la quantité d'œstrogène dans votre corps permet également à la muqueuse de votre utérus de s'épaissir en nutriments et en sang. Ainsi, si vous tombez enceinte, l'ovule fécondé aura tout ce dont il a besoin pour se développer. La phase ovulatoire commence par une augmentation des niveaux de l'hormone lutéinisante et de l'hormone folliculostimulante. La poussée de l'hormone lutéinisante déclenche l'ouverture d'un des follicules les plus importants et la libération de l'ovule, qui se dirige vers la trompe de Fallope et commence son voyage vers l'utérus. L'ovulation se produit généralement 16 à 32 heures après le début de la poussée, vers le 14e jour du cycle menstruel. Pendant la phase lutéale, les niveaux de l'hormone lutéinisante et de l'hormone folliculostimulante diminuent. Le follicule rompu se referme après avoir libéré l'ovule et forme un corps jaune qui produit des œstrogènes et de la progestérone, ce qui entraîne un épaississement encore plus important de la muqueuse de l'utérus. Si un ovule est fécondé, la progestérone favorise le début de la grossesse. Mais si aucune fécondation n'a lieu, le corps jaune se décompose entre 9 et 11 jours après l'ovulation. Il en résulte une chute des niveaux d'œstrogène et de progestérone, ce qui nous ramène au premier stade des menstruations si aucune grossesse n'a eu lieu. Et donc du coup, c'est à nouveau un nouveau cycle qui va commencer avec les règles et donc du coup des saignements. Donc le souci avec ça, comme on le disait, c'est que mes lésions de l'endométriose vont réagir exactement comme l'endomètre. Donc à chaque fois qu'il va y avoir mes règles, du coup c'est pareil, ça va se mettre à flamber partout sur les lésions, ça va se mettre à saigner à cet endroit-là. Justement, on en parlait tout à l'heure, l'inflammation, donc comme on le disait, c'est une maladie qui est inflammatoire. L'inflammation, c'est pendant les règles.
Donc du coup, en fait, tous les médicaments qu'on va pouvoir prescrire comme anti-inflammatoires, Ventadis par exemple, ils vont être particulièrement intéressants à ce moment-là, pour les douleurs que je vais avoir pendant mes règles. Mais pour les douleurs que je vais avoir en dehors des règles, ça sera beaucoup moins indiqué. Parce que du coup, ce ne sera pas un mécanisme inflammatoire qui sera à l'origine des douleurs. Donc dans les différentes douleurs autres qu'on peut avoir dans l'endométriose, on va voir les douleurs névralgiques, donc les douleurs d'irritation des nerfs. Donc en fait, à l'intérieur de notre corps, donc on a des nerfs un peu partout qui vont commander à la fois de la sensibilité, de la motricité, le contrôle des organes internes ou quoi que ce soit. L'endométriose va avoir cette particularité, c'est pas la seule pathologie qui va faire ça, mais en tout cas dans l'endométriose on va le retrouver. Ça va irriter les nerfs du coup qui vont devenir hypersensibles et ils vont envoyer beaucoup plus de messages douloureux au niveau du cerveau. Là où normalement ça devrait juste être des informations en fait qui passent, donc si on raisonne sur les organes internes, de tension, de qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou pas, ou comme moi quand je touche, bah, c'est pareil, je sens que ça touche. Bah là, en fait, la stimulation va tout de suite devenir douloureuse et va être interprétée comme une douleur par le corps. Donc c'est comme si, en me touchant comme ça, j'ai l'impression que la peau est à vif, un peu comme quand on a la grippe ou des choses comme ça. On a l'impression que voilà, tout de suite, c'est vraiment hyper sensible. Bah, on va avoir exactement la même chose. C'est ce qui peut expliquer notamment, entre autres choses, le fait que les personnes qui souffrent d'endométriose, souvent les examens gynéco sont vécus comme beaucoup plus douloureux. Donc ça, faut pas hésiter à le rappeler, même si normalement les professionnels sont au courant. Et on aura également dans l'endométriose d'autres types de douleurs, les douleurs qui vont être dues aux adhérences viscérales. Donc pour schématiser un petit peu, comme on l'a dit, à chaque cycle, donc du coup quand on va avoir les règles, bah, les lésions de l'endométriose vont réagir de la même façon, ça va se mettre à saigner. Donc du coup c'est comme si je me coupe, je vais avoir une plaie, donc mon corps il envoie de la colle pour refermer la plaie, donc ça va me créer une cicatrice. Parfois ma cicatrice elle est toute belle, elle est impeccable, elle est exactement aussi sensible que si j'étais à côté ou quoi que ce soit, et parfois elle va être un peu plus épaisse ou un peu sensible, un peu douloureuse. Bah, c'est exactement ce qui va se passer au niveau du corps. Et une cicatrice qui va être plus épaisse, plus adhérente ou quoi que ce soit, ça diminuera la mobilité justement au niveau des tissus qui vont être touchés par cette cicatrice et ça va s'enraidir. Donc des petits schémas justement où on peut voir un petit peu des exemples, un petit peu ce qu'on peut retrouver comme adhérence. Mais sur des vidéos justement sur la chirurgie, c'est vraiment à ça que ça va ressembler. Donc là, on peut en avoir un peu partout, des adhérences par rapport à ça. Il faut imaginer, donc c'est vrai pour les adhérences d'un point de vue endométriose, même l'ensemble de notre corps, c'est un petit peu comme si notre corps c'était du ciment. C'est-à-dire que tant que je remue mon ciment, il reste liquide, il ne prend pas. À partir du moment où j'y touche plus, il va commencer à se figer et du coup à se solidifier. Donc c'est la même chose c'est pas que pour les organes au niveau de l'endométriose. Si mon bras, je le mets dans ma poche et j'y touche pas pendant 3 semaines, bah, au bout d'un moment, quand je vais vouloir le bouger, ça va être raide. Du coup, dès que je vais bouger, ça va me tirer, ça va faire mal, parce que je vais être en tension. Donc comme ça me fait mal, je le bougerai encore moins. Et moins je le bouge, on rentre dans un cercle vicieux et ça bouge de moins en moins. Plus mes tissus vont se figer comme mon ciment, bah, plus ça va restreindre aussi la circulation des liquides. Donc que ce soit sanguin, donc les artères qui vont emmener le sang jusqu'aux organes, les veines qui vont ramener le sang qui a été utilisé justement pour le fonctionnement de l'organe jusqu'au cœur, aussi la lymphe qui va évacuer tous les déchets qu'on va avoir par rapport au fonctionnement de notre corps. Et donc tout ça c'est pareil, si c'est gêné, bah, ça circulera moins bien. Et si j'ai moins d'eau dans mon mélange, bah, il va être encore plus épais. Donc on rentre dans un cercle vicieux en fait qu'on va avoir, donc c'est pas propre à l'endométriose, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup. Donc comme on le disait, voilà, bah, plus ça va se figer, plus ça diminue en fait la circulation des liquides, et à force de ça, plus ça va s'enraidir, bah, on va avoir une autre conséquence, c'est que ça va irriter les nerfs, dont on parlait tout à l'heure. Donc on va retrouver les douleurs qu'on va avoir, l'hypersensibilisation qu'on va avoir au niveau de ces nerfs, avec les messages douloureux qui vont remonter au niveau du cerveau. On va parler maintenant du diagnostic. Donc le diagnostic, il commence déjà tout simplement par le recueil des symptômes cliniques, avec le médecin généraliste, gynéco, sage-femme, peu importe. Les symptômes, lesquels sont-ils? Donc il faut savoir que c'est très varié. Donc ça, c'est les symptômes les plus fréquemment retrouvés. Mais après, il peut y en avoir plein d'autres. Donc les dysménorrhées, c'est les douleurs pendant les règles, qui va être le symptôme en général le principal. Les dyspareunies, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels avec pénétration, qui, dans le cas de l'endométriose, c'est surtout les douleurs qu'on va avoir en profondeur, quand les rapports vont vraiment venir sur le col de l'utérus, donc vraiment sur le fond au niveau du vagin. Les dyskésies cataméniales, c'est les douleurs quand on va aller à la selle, qui vont être surtout marquées pendant les règles. Dysurie cataméniale, bah c'est pareil, pendant les règles, c'est quand je vais aller uriner, du coup des douleurs, des difficultés. Les problèmes de fertilité, on peut retrouver des problèmes digestifs aussi, les classiques ballonnements, constipation, diarrhée. On retrouve aussi fréquemment les douleurs à l'épaule droite,
Et je dis 3 petits points parce que malheureusement, donc c'est pas tout. Selon les femmes qui vont être touchées, on peut retrouver plein d'autres symptômes. Quand le médecin aura donc du coup des suspicions justifiées, pourra prescrire donc du coup des examens complémentaires pour essayer de voir et d'objectiver ces lésions d'endométriose. Donc le premier en général qu'on va prescrire, ça va être l'échographie endovaginale, donc avec une sonde qu'on va introduire dans le vagin pour essayer d'observer les lésions qu'on va voir là-dessus. Le deuxième examen qui en général est prescrit, c'est l'IRM. Pareil, même chose, un examen donc un peu plus précis. Il y a quelque chose qui va être très important par rapport à ces examens, et on verra que c'est un problème aussi, c'est de les réaliser justement auprès de praticiens qui vont être référents par rapport à l'endométriose. Ces examens, surtout l'échographie, mais même l'IRM, plus le praticien qui va les réaliser est habitué justement à diagnostiquer des endométrioses fréquemment, plus il va facilement reconnaître les lésions. Voilà, ça c'en est une, ça c'en est pas une, etc. Même pour l'IRM, on pourrait se dire, c'est une photo, donc c'est pas compliqué, tout le monde voit la photo, il n'y a pas besoin de faire des réglages de quoi que ce soit. Et l'examen sera d'autant plus pertinent que le radiologue qui fera l'examen, justement, sera sensibilisé à la reconnaissance d'endométriose. D'où l'importance d'essayer de trouver des praticiens référents. Alors, question suivante, comment on l'en trouve? C'est ça qui n'est pas toujours évident. Alors, les conseils que je pourrais vous donner, à Estaing, justement, on a notamment un pôle de médecins qui est très spécialisé dans l'endométriose. Donc, si j'avais des examens à passer, je pense que j'appellerais le secrétariat des médecins en question, on y reviendra un peu tout à l'heure, pour leur demander est-ce qu'ils ont des centres d'imagerie à nous conseiller, des professionnels justement avec lesquels justement ils sont sûrs de la fiabilité de leurs examens. Parce que c'est pas rare de se retrouver une fois le parcours médical, endométriose diagnostiquée, on a fait les examens, etc. On atterrit chez ces spécialistes qui au final vont nous redemander de faire les examens parce que voilà, ils sont pas sûrs de comment ça a été fait et ils veulent être sûrs que ce soit fait et bien réalisé par quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, moi, c'est ce que je ferai à brûle pour point. J'ai essayé de les contacter, d'envoyer un petit mail pour avoir des retours, savoir s'ils avaient des listes. Pour l'instant, j'ai pas de retour, donc je peux pas trop vous en dire. La Châtaigneraie, je l'ai mis aussi parce qu'ils ont ouvert il y a quelques mois de ça une clinique de jour sur l'endométriose. Donc, le but, c'est surtout le diagnostic de l'endométriose, après d'aiguiller un petit peu sur qu'est-ce qui peut se faire et tout ça. Donc, j'imagine que s'ils ont ouvert quelque chose sur le diagnostic, ils doivent être bons aussi sur les imageries. J'ai pas de retour de patiente là-dessus, mais en tout cas, voilà. Il n'y a pas d'accueil en centre de jour, il n'y a pas de prise en charge en centre de jour tant que les examens n'ont pas été faits. Ah, d'accord. Et à la Châtaigneraie, on peut être sûr d'avoir une femme si on le demande. Ok. Contrairement au CHU, Ouais. ça sera là. D'accord. Ok. C'est bon à savoir. D'autres pistes, donc ça va être le parcours classique qu'on va voir en fait au niveau médical. Il y a des choses qui vont être très intéressantes pour le diagnostic toujours. Shanideva, c'est un algorithme qui a été créé par une équipe de recherche française, qui est validé scientifiquement. Alors on tape ça sur Google. Shanideva, en fait, c'est pour nous donner si le diagnostic n'a pas encore été posé. Ça prend 2 minutes à remplir. On remplit son âge, les différents symptômes qu'on a. Et à la fin, ça va nous sortir un pourcentage qu'on a, en fait, d'être porteur d'endométriose. Ça a été scientifiquement validé, c'est très très fiable pour les endométrioses modérées à sévères. Donc ça peut être un très très bon outil si justement on n'est pas trop sûr, il n'y a pas encore de diagnostic qui a été posé, d'aller voir son médecin en lui disant voilà, j'ai fait ce petit test là qui est un test scientifique validé, tout ça, donc s'il ne connaît pas il regardera. Et du coup ça me sort que j'ai 90% de risque d'avoir de l'endométriose, donc ça peut permettre d'accélérer un petit peu les choses. Autre outil qui sera dans le futur, je pense, un très très bon outil, vous en avez peut-être entendu parler, du test salivaire. On en parle beaucoup, et en plus il y a eu des avancées récentes, pardon. Donc c'est un test tout bête, on met la salive, ça nous dit oui ou non, on a de l'endométriose. Dans certains pays c'est déjà accessible, en France pas encore, mais mi-octobre justement la HAS, la Haute Autorité de la Santé, a autorisé justement des études plus poussées pour étudier la fiabilité scientifique de ce procédé et pour qu'à terme justement il puisse être remboursé par la Sécu. Et donc, en gros c'est un petit test on trouve en pharmacie et puis paf on fait, c'est réglé. Donc pareil, ça pourrait contribuer grandement justement à faire réduire les délais justement avant qu'on pose un diagnostic. Une fois que ce diagnostic est posé, quels sont les traitements médicaux qu'on va pouvoir nous proposer? Donc en général, comme le premier symptôme ça va être les douleurs, ça va être des antidouleurs, des antalgiques et ou des anti-inflammatoires. Donc comme on l'a dit, en fait les anti-inflammatoires vont être intéressants
au moment des règles, mais pour les douleurs qui sont en dehors des règles, c'est pas forcément les médicaments qui vont être les plus indiqués, d'autant qu'ils ont des effets secondaires, comme la plupart des choses, dans tous les cas. On va avoir aussi forcément, enfin forcément non, mais en tout cas qui va revenir le plus fréquemment, les traitements hormonaux, donc concrètement la pilule. Le but, donc, ça va être de créer une aménorrhée. L'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Donc, en gros, on crée une ménopause artificielle. Si du coup, je supprime mes sécrétions d'œstrogènes un peu dans tous les sens, mon endométriose, elle va être moins stimulée. Donc, en général, ça calme relativement bien les douleurs. Encore une fois, chaque femme est différente. On ne réagit pas forcément toutes de la même façon par rapport aux pilules. Donc, on essaye, on voit ce que ça donne. C'est mieux, c'est moins bien. Il y a plein de pilules différentes qui peuvent être testées. On peut agir à différents niveaux, soit avec, la plupart du temps, c'est des œstroprogestatifs. Donc on va jouer vraiment en fait au niveau de ce qui va se gérer sur les ovaires. Mais on peut, quand ça marche pas, et si vraiment on veut essayer d'autres choses, on peut jouer beaucoup plus haut avec des hormones qui vont travailler plutôt au niveau de l'hypophyse notamment. Donc ça a plus d'effets secondaires, parce qu'on va travailler plus haut en fait sur la cascade hormonale. Mais en tout cas, c'est des choses qui existent et qui peuvent être intéressantes. Pour jouer sur les douleurs, notamment sur les douleurs au niveau des nerfs dont on parlait tout à l'heure, parfois en fait les médecins pourront vous prescrire des antiépileptiques ou des antidépresseurs. Donc c'est pas du tout parce que je suis épileptique ou je fais de la dépression, mais en gros à certaines doses, qui sont en général des doses assez faibles, on va avoir un effet justement sur l'intégration au niveau du cerveau du message douloureux. Et donc du coup ça marche bien pour diminuer les douleurs dont on parlait tout à l'heure, celles qui vont être responsables, qui vont être dues aux nerfs qui vont être irrités par l'endométriose. Donc ça, faut pas en tout cas en avoir peur en disant mais je veux pas antidépresseur ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant. Donc en général, il faut en discuter de toute façon avec le médecin et il vous expliquera. Et quand tout ça, ça marche pas, on peut proposer de la chirurgie pour aller en fait donc chercher les différentes lésions qu'on aura observées grâce à l'IRM et à l'échographie endovaginale et venir les retirer justement chirurgicalement. Dans les recommandations de la HAS, donc on va y revenir juste après, en 2017, donc du coup, il y a ce petit document qui est sorti, qui est un gros document quand même, qui a été réalisé par des spécialistes au niveau national sur l'endométriose, pour définir qu'est-ce que devrait être une prise en charge optimale au niveau de l'endométriose, en se basant sur les études scientifiques, etc. Donc par rapport à ça, donc ils ont parlé également de soins complémentaires. Donc dans ce qu'ils ont mentionné, donc l'acupuncture, l'ostéopathie, le yoga, les herbes médicinales, la neurostimulation transcutanée, ça c'est les électrodes avec les courants électriques, la relaxation. Donc c'est ce qui est ressorti en tout cas des études qu'ils ont pu étudier, en sachant que c'est à modérer, parce que donc du coup le niveau de preuve scientifique est relativement faible par rapport aux autres techniques qu'on va avoir comme la pilule, les antalgiques ou quoi que ce soit. Il y a quelques preuves assez limitées, mais qui tendraient justement vers une efficacité de ces techniques. Donc c'est pourquoi c'était présent justement dans les recommandations de la Haute Autorité de la Santé. Sur ce document, donc j'y reviens rapidement, parce que justement dans les quelques spécialistes nationaux qui ont participé à son élaboration, on en a beaucoup qui viennent de Clermont. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Professeur Canis, Dr Bourdel, Dr Chauffour, Dr Rabichon, qui travaillent, ou en tout cas aux dernières nouvelles, à Estaing. Donc c'est pour ça que justement j'appellerai Estaing pour avoir des infos. Et dans le comité de lecture, on avait pareil, tout ça des professionnels qui travaillent à Estaing, donc pharmacologues, et pour le reste, c'est gynécologues et chirurgiens digestifs. Donc du coup, voilà, donc c'est pas mal intéressant. On va parler maintenant d'ostéopathie. Donc du coup, l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle qui est classée par l'ordre des médecins dans ce qu'on appelle les médecines alternatives et complémentaires. Ce qui est important donc là-dedans, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'en aucun cas l'ostéopathie, comme le reste d'ailleurs, ça doit se mettre à la place de la médecine conventionnelle. C'est vraiment pour travailler sur d'autres aspects, en complément justement, et ça doit surtout pas en fait être vu comme quelque chose qui doit venir à la place, remplacer le traitement conventionnel qu'on va avoir avec un médecin ou autre chose d'ailleurs. On va s'appuyer sur divers outils pour pouvoir travailler sur le corps, les principaux qu'on va retrouver le plus fréquemment. Parce qu'en ostéopathie, c'est un adage, mais c'est vrai, il n'y a pas deux façons, il n'y a pas deux ostéopathes qui vont travailler de la même façon. Donc il y a plein de façons différentes de travailler, donc c'est difficile de se faire une idée de ce qu'est l'ostéopathie, parce que selon que je vais voir Martin ou Pierre ou Paul, ça sera différent. Mais en tout cas, les approches les plus communes, ça va être les manipulations articulaires, donc c'est technique un peu de ce style-là. Les manipulations viscérales, on y reviendra, mais je pense qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus intéressant dans le cadre de l'endométriose et qui va donner le plus de résultats.
Les manipulations crâniennes. Donc, du coup, ça c'est des techniques très douces. On va travailler sur la tête et devant les oreilles, des choses comme ça, pour travailler sur le crâne. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc de façon générale, mais aussi dans le cadre de l'endométriose, l'ostéopathie, notre but, ça va être d'optimiser le terrain. De faire en sorte que le corps soit dans les meilleures conditions pour pouvoir bien fonctionner. L'endométriose, du coup, comme on le disait, c'est une pathologie, on naît avec. Alors maintenant, voilà, c'est au niveau de la recherche, il semblerait qu'on naisse avec. Ça s'exprime ou ça s'exprime pas après à la phase pubertaire. Mais dans tous les cas, on naît avec, et donc a priori, on va mourir avec. Nous, on ne va pas pouvoir guérir l'endométriose, mais on va pouvoir travailler sur tout ce qui va être autour. Faire en sorte que si tout ce qui est autour fonctionne bien et dans les meilleures conditions, en tout cas, ça sera dans les meilleures capacités pour pouvoir gérer, digérer en tout cas, tous les symptômes qui vont être créés par l'endométriose. Donc, comme on le disait, on n'agira pas sur les causes, mais plutôt sur les conséquences de la maladie, sur les symptômes. Donc là, après, des petits exemples justement de concrètement, comment ça se passe justement en ostéopathie. Donc, au minimum, on va considérer qu'on va travailler sur l'utérus, les ovaires, grosso modo, qui va être la localisation au niveau de l'endométriose, à minima, on va dire. Après, on peut en avoir un peu partout, mais pour le raisonnement, on va partir là-dessus. Donc là, dans notre bassin, donc, comme on le disait, donc, on a l'utérus, là, la vessie qui est représentée, 2-3 muscles autour. Donc, nous, en ostéo, déjà, on va s'assurer que le contenant va être le plus souple possible, pour qu'on ait le moins possible de tension qui puisse se répercuter sur le reste. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser des techniques articulaires, comme on le disait tout à l'heure, pour essayer de travailler sur les articulations, de leur redonner de la souplesse. Donc le bassin, c'est pas forcément qu'un bassin osseux. On a aussi des muscles, des ligaments, donc qui vont être un peu partout. Donc on pourra utiliser pareil, des techniques pour essayer de venir assouplir si on ressent des tensions excessives à certains endroits, sur certains muscles. Donc pour ça, ça pourrait être des massages, des mobilisations, des techniques de contracter, relâcher, qui pourront nous aider justement à relâcher donc du coup l'ensemble du bassin. Une fois que le contenant sera le plus souple et le plus libre possible, on va venir s'intéresser directement aux organes à l'intérieur du petit bassin. Donc là, on est parti sur l'utérus, mais ça peut être d'autres choses aussi. Donc, comme on le disait, les techniques qui, à mon sens, vont avoir le plus d'intérêt, c'est les techniques viscérales. Donc en gros, de façon manuelle, on va venir en fait sur l'abdomen à la recherche de tension. C'est toujours la même chose avec l'ostéopathie, c'est toujours pareil, on vient essayer de chercher des zones qui nous paraissent moins souples et qu'on va essayer de travailler pour les rendre plus souples. Donc là, pareil, on va venir chercher donc au niveau de l'abdomen des zones de tension. Donc souvent, on va les retrouver au niveau des lésions d'endométriose. Si par exemple j'ai de l'endométriose superficielle ou profonde et que j'en ai à tel endroit sur l'ovaire, sur le gros intestin ou quoi que ce soit, souvent on va retrouver des tensions à ces endroits-là, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, donc ce qu'on va voir sur les imageries, c'est des indices qui vont nous aider en fait à envisager justement ce qu'on va faire, mais ce qui va nous en tout cas diriger notre traitement, c'est vraiment ce qu'on va sentir sous les mains. Donc si par exemple, je suis censé retrouver une lésion ici, mais que quand je palpe, c'est souple, j'ai pas de restriction particulière, c'est pas une zone que je vais travailler. À l'inverse, il n'y a pas de lésion là, mais par contre j'en trouve une. Bon, je sens des tensions, et on va essayer de les assouplir. Et on va travailler ça exactement comme si je faisais des étirements, si je voulais assouplir mes ischios parce que j'arrive pas à toucher le sol, je vais venir étirer, travailler, tirer dessus, le masser, etc. pour petit à petit arriver à gagner et petit à petit venir chercher plus de souplesse. Donc c'est exactement ce qu'on va chercher nous avec des techniques justement viscérales comme celle-ci. Notre petit bassin, donc les organes qui vont être à l'intérieur, donc si on raisonne toujours par rapport à l'utérus, mais on peut extrapoler justement à tous les organes qui peuvent être impactés par l'endométriose, on pourra aussi les travailler à distance. L'ensemble de nos organes, que ce soit la peau, un muscle ou quoi que ce soit, ils sont sous le contrôle de notre système nerveux. Pour tout ce qui va être volontaire, quand je bouge mes bras, donc là c'est un système nerveux spécifique, mais en fait pour tout ce qui va être inconscient, on a le système nerveux autonome, comme on l'appelle, qui grosso modo va être sous le contrôle de deux grandes entités qui se complètent, un qui est plutôt excitateur, le système sympathique, et un qui est plutôt orienté vers la récupération, donc plutôt le calme par rapport à ça. Et quand on regarde l'utérus, lui du coup l'utérus, il va être géré par deux zones principalement. Donc pour le parasympathique, ça va se situer au niveau du sacrum, donc on va pouvoir travailler donc dans ces zones-là. Et pour l'orthosympathique, le sympathique, ça va se travailler en fait au niveau de la charnière entre les dorsales et les lombaires. Donc par exemple, on pourra utiliser des techniques structurelles, articulaires, pour travailler notre bassin, ou pour venir travailler sur les dorsales, à cet endroit-là. Comme on le disait, donc c'est une pathologie donc, qui va faire intervenir les hormones. Donc on pourra travailler également en ostéopathie sur le transport hormonal. Donc comme on le disait,
ça naît au niveau du cerveau, les hormones en fait vont venir agir sur les ovaires, et ça va, donc que ce soit pour mon cycle normal ou pour l'endométriose, stimuler l'endométriose. À l'intérieur du crâne, on a des membranes de tension en fait, qui vont structurer, on va dire, le cerveau. Ces membranes vont s'accrocher sur les différents os au niveau du crâne. Juste au centre, à cet endroit-là, on a notamment notre hypophyse, dont on parlait, en fait, la glande qui va être plus ou moins à l'origine, en tout cas, des stimulations des ovaires. En ostéopathie, ce qu'on pense, c'est que du coup, les tensions qu'on pourrait percevoir au niveau du crâne pourraient être le reflet, justement, de tensions dans ces membranes. Donc du coup, on va les travailler, comme on travaillerait le ventre aussi, pour essayer d'aboutir à une perception où on a plus de souplesse. Et donc ce qu'on pense, c'est qu'on pourra avoir un impact sur les structures qui vont être à l'intérieur du crâne par l'extérieur. Donc ça n'a pas de preuve scientifique, hein, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on va travailler au niveau de l'ostéopathie. Donc c'est des techniques qui sont toutes douces, hein, en général, on s'endort un peu en dessous pendant ce temps-là. Comme je le disais, donc ça, on va travailler principalement avec des techniques crâniennes. Toujours dans le transport hormonal, on peut aussi envisager d'autres approches également. Notre hypophyse qui va être ici, ces hormones, elle va les sécréter dans la circulation sanguine. Et pour la plupart, justement, le sang va être évacué du crâne au niveau de cette zone-là. Donc vraiment un tout petit trou qui est à cet endroit-là. Donc plus tout ce qui va être autour de cette zone-là sera souple, mieux ce sera en tout cas, moins on aura de choses qui pourront perturber en tout cas la circulation des liquides. Donc on pourra le travailler avec des techniques crâniennes, justement pour essayer d'assouplir cette zone-là, mais tout aussi en fait avec des techniques structurelles pour travailler sur le rachis cervical haut et essayer justement, si on sent des tensions particulières plus au niveau vertébral, d'essayer de redonner le plus possible de souplesse et de liberté au niveau de cette zone-là pour que rien ne puisse le perturber. À l'opposé de la chaîne, donc vers la fin de mon transport hormonal, vers les organes cibles, donc on va parler également de la vascularisation de ces organes. Donc l'utérus notamment, c'est un organe qui est très vascularisé. Donc les artères, les veines, tout ça, c'est un gros réseau. Il y a une particularité au niveau du petit bassin, là, c'est qu'un peu partout dans notre corps, à part quelques exceptions, mais en fait nos veines, donc les vaisseaux sanguins qui vont ramener le sang jusqu'au cœur, elles sont équipées de petites valvules. C'est des clapets anti-retour. Donc le sang va passer, mais il ne peut pas redescendre. En tout cas, ça évite que le sang stagne par rapport à ça. Au niveau du petit bassin, c'est une zone où on a un grand réseau en fait qui n'a pas de valvule. Donc en fait, le sang aura plutôt tendance, si on peut dire, à stagner en tout cas plus facilement dans la zone du petit bassin. Et comme on le disait tout à l'heure avec notre cercle vicieux, du sang qui stagne, ça freine la circulation des liquides. Donc mes tissus peuvent devenir un peu plus épais. Plus ils sont épais, plus ça freine encore la circulation des liquides. Donc tout ça, ça peut contribuer justement à gêner en tout cas le bon fonctionnement au niveau du corps, au niveau notamment du petit bassin pour ce qui nous intéresse. Donc ça, on pourra le travailler avec des techniques viscérales encore une fois, pour essayer de venir assouplir les tensions, et on a des techniques spécifiques pour aider un petit peu au drainage vasculaire. On verra qu'il y a d'autres petites choses qu'on peut faire donc sans ostéopathe, de façon autonome, qui vont pouvoir aider aussi sur ce principe-là. Pour revenir aussi sur les douleurs d'endométriose dont on parlait, donc l'inflammation, les douleurs névralgiques, les adhérences tissulaires, et toujours pareil pour raisonner par rapport à l'ostéopathie. L'inflammation, c'est un phénomène physiologique qui est sous la dépendance de notre système sympathique. Donc nous, on pourra essayer de contrebalancer un petit peu les effets de l'inflammation avec des techniques qui vont plutôt cibler le système parasympathique. Donc comme on le voit en fait sur le schéma, le système parasympathique, en fait, les nerfs qui vont conduire en tout cas ce système-là vont sortir en fait au niveau du cerveau et au niveau du sacrum, donc la base de la colonne. Donc on pourra par exemple utiliser des techniques soit crâniennes dont on parlait tout à l'heure pour essayer justement d'assouplir la zone autour desquelles justement les nerfs qui vont véhiculer les messages de ce système-là en fait vont passer pour que ce soit le plus souple possible. On pourra travailler à l'autre bout au niveau du sacrum, avec des techniques de mobilisation, techniques réflexes ou autres. Il y a aussi des techniques, dont on n'en a pas trop parlé, mais techniques faciales en fait qu'on peut utiliser parfois en ostéopathie, qui sont réputées, en tout cas, pour avoir un effet intéressant sur l'inflammation. Donc ça, c'est des techniques toutes douces aussi. Pour les douleurs névralgiques et les adhérences tissulaires, donc je les ai un peu regroupées, parce que comme on disait, plus il y a d'adhérence, plus ça va irriter mon nerf. Donc en gros, en travaillant sur l'un, on va travailler sur l'autre, même si on pourra avoir en fait un abord déjà un petit peu plus spécifique. Comme on le disait par rapport à l'utérus, en fait, tous les nerfs qu'on va avoir au niveau du corps, ils prennent leur origine au niveau de la moelle épinière.
Donc en gros, si j'ai une zone qui est douloureuse, irritée au niveau d'un organe, on peut se référer justement à l'étage au niveau de la moelle épinière, au niveau des vertèbres, où on sait que tiens, l'organe en question, voilà, il va être contrôlé par ces étages-là, et on va pouvoir venir, comme tout à l'heure, faire une manipulation ciblée sur les étages qui nous intéressent afin de les libérer, dans l'idée justement d'enlever le plus possible de tension sur ces zones-là pour que ce soit dans les meilleures conditions pour pouvoir bien fonctionner. On va pouvoir utiliser aussi, donc comme on disait tout à l'heure, des techniques viscérales pour essayer d'assouplir le plus possible les tissus. Moins il y aura de tension, moins ça va gêner la circulation des liquides, moins les nerfs seront irrités aussi. Donc c'est toujours la même chose. L'ostéopathie aussi, comment ça se passe? Alors déjà, moi je ne travaille que avec des techniques externes. Savoir qu'il existe des techniques internes, donc par toucher vaginal ou toucher rectal, qui sont des techniques très intéressantes, qui ont la capacité justement d'être au plus proche des tissus qui vont être lésés. Faut savoir que c'est légalement, donc du coup ça peut être pratiqué que par un ostéopathe qui est soit ostéopathe et kiné, soit ostéopathe et médecin. En dehors de ça, donc du coup on sort du cadre légal. Moi par choix, parce que donc, je suis kiné et ostéo, mais par choix je ne fais que des techniques externes. L'ostéopathie et l'endométriose, au niveau scientifique, donc du coup, est-ce qu'on a des preuves par rapport à ça? Donc alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'études scientifiques qui concernent l'ostéopathie, enfin, il y a très peu d'études fiables, on va dire, pour diverses raisons par rapport à ça. Donc on en retrouve quand même des études sur l'ostéopathie, sur l'endométriose par rapport à ça. Donc là, pour justement notre soirée de ce soir, j'ai réactualisé un petit peu les études que j'avais. Donc j'ai été sur PubMed, c'est le Google, en gros, le moteur de recherche en fait le plus important, qui va recenser en fait tout ce qui se fait en termes scientifiques sur la médecine, sur la biologie. Donc là, pareil, on rentre des mots-clés. Donc là, du coup, je suis parti sur tout ce que je pouvais recouper. Donc l'ostéopathie, la thérapie manuelle, des manipulations, le traitement physique. Qu'on couple tout ça avec l'endométriose, et après j'ai pris les principaux symptômes, ce qu'on retrouve le plus. Dyspareunie, donc les douleurs pendant les rapports, dysménorrhée, les douleurs pendant les règles, ou des douleurs pelviennes, les douleurs au niveau en fait de tout le petit bassin. Donc de ça, j'ai retrouvé 20 études, donc qui étaient intéressantes par rapport en tout cas à ce qu'il y avait dedans. Sur ces 20 études-là, donc c'était pas forcément que des choses qui portaient sur l'endométriose. Donc pour ce soir, j'ai retenu que celles qui étaient vraiment spécifiques à l'endométriose. Donc ça en restait 9. Donc sur ces 9 études, donc dans tous les cas, on a toujours eu une amélioration des symptômes suite au traitement. Alors, selon ce que c'était, soit c'était vraiment un traitement spécifique ostéopathique, soit ils utilisaient des outils qu'on utilise aussi en ostéopathie. Mais dans tous les cas, en fait, à chaque fois, on a eu une amélioration des symptômes. Selon les études, ça va étudier, en fait, donc soit des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports. Certaines études, en fait, elles se focalisaient sur des échelles de qualité de vie, mais dans tous les cas, en fait, ça a été amélioré. Donc, soit selon les études, juste après le traitement, 1 mois, 6 mois, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous n'hésiterez pas à me demander. En tout cas, je pourrais vous passer les études en question. À noter, donc, sur les 20 études que j'avais sélectionnées, il y en avait quand même une qui ne notait pas d'efficacité, en tout cas, du traitement ostéopathique. Donc là, dans celle-là, ils avaient été une technique spécifique par rapport à une fausse manipulation. Est-ce que ça changeait quelque chose ou pas? Et en fait, ils n'avaient pas plus de résultats positifs s'ils faisaient la vraie technique plutôt qu'une mauvaise. Mais dans tous les cas, quelles que soient les études, il n'y en avait aucune qui ne mentionnait d'aggravation des symptômes, ni d'effets secondaires notables. C'est ce qu'on peut en dire. Alors après, je le redis, c'est à prendre avec un peu de recul, parce que les preuves sont relativement limitées. Donc ça demande à être plus investigué un peu plus avant, mais voilà. Donc c'est en tout cas des preuves modérées qui nous diraient que ça peut être intéressant par rapport à l'endométriose, d'un point de vue scientifique en tout cas. La fertilité, on en parle très rapidement. Comme on l'a dit, en fait, donc malheureusement dans l'endométriose, on aura statistiquement 2 fois plus de risques d'avoir des problèmes de fertilité que dans la population générale. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que du coup en endométriose, comme les systèmes sur lesquels on travaille, c'est la même chose, c'est les mêmes pour la fertilité que pour l'endométriose, et du coup quand je vais travailler sur l'endométriose, je travaille aussi sur la fertilité. Donc après, quand je reçois des personnes pour le motif spécifique justement de la fertilité, il y a des techniques qui vont être assez spécifiques par rapport à ça, mais globalement, tout ce qu'on va pouvoir améliorer pour l'endométriose, ça améliorera aussi pour la fertilité. Donc, tout neuf. Des petits points importants sur l'ostéopathie. Alors, déjà, comme on l'a dit au départ, mais c'est toujours important de le répéter, c'est un complément.
Donc, faut pas le voir comme quelque chose qui va remplacer la médecine conventionnelle, la prise en charge conventionnelle. C'est là pour apporter en fait des résultats sur d'autres aspects qu'on peut pas forcément aborder justement avec la médecine conventionnelle, mais en tout cas voilà, faut bien le prendre comme ça. C'est pas un remède miracle. Donc du coup, si vous venez me voir en me disant je veux que vous me releviez mon endométriose, bah, vous serez déçu. C'est sûr, ça marchera pas. Faut avoir des attentes qui sont donc relativement, en tout cas, cohérentes avec ce qu'on peut apporter. Mais en général, de toute façon, je sais, personnellement, je le demande à chaque fois. Qu'est-ce que vous attendez de notre séance? Et si je vois que c'est trop en écart avec ce que je peux proposer, on refait un peu une mise au point sur ce qui est possible d'attendre ou pas de notre traitement. Et quelque chose qui est essentiel à mon sens, d'avoir en fait une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'au niveau de l'endométriose, c'est vrai aussi dans d'autres pathologies, mais dans l'endométriose particulièrement, plus on peut avoir une équipe qui va être variée, qui va pouvoir interagir sur notre corps, et plus les résultats sont positifs. Donc le but, c'est pas forcément de tout faire, etc., mais c'est de trouver ce qui va vous convenir. En termes d'approche, moi j'aime bien l'acupuncture, moi j'aime bien le yoga, j'aime bien la méditation, peu importe. C'est à vous de trouver les façons, en tout cas, de travailler sur votre corps pour justement essayer d'avoir le plus possible d'angles d'attaque. Et plus on va pouvoir se compléter, comme on le disait, en fait, chacun en fait, va apporter un peu sa pierre à l'édifice, c'est là où les résultats vont être les meilleurs. On va parler ensuite donc quelques petits conseils que je voulais partager avec vous. Donc, comment trouver des praticiens qui vont être spécialisés dans l'endométriose. Donc, il n'y a rien d'exhaustif, il n'y a rien de fiable, il n'y a pas de recensement en tout cas officiel ou quoi que ce soit. Donc à chaque fois, c'est des pistes que je vais vous transmettre. Donc Andorra, c'est la structure, donc là par contre c'est officiel. Hein. Ça c'est la structure au niveau régional qui va gérer en fait l'endométriose. Donc ça regroupe pas tous les médecins qui travaillent dessus, mais en tout cas c'est quelque chose d'officiel. C'est que les praticiens médicaux. Donc on va retrouver des gynécos, des chirurgiens, des radiologues, etc. Mais à titre d'exemple, justement, je crois que sur Clermont, il n'y a que 3 médecins qui sont recensés en fait sur leur site. Néanmoins, ça peut être une bonne source d'information justement pour aller leur demander, envoyer un petit mail, tiens, est-ce que vous auriez des contacts par rapport à tel type de profession que je recherche par rapport à ça. D'autres sites, donc là par contre, c'est pas du tout médical. Mapato.com, lc.care, c'est des sites en fait qui vont recenser des professionnels donc c'est sur la base de l'autodéclaration. Donc il n'y a pas forcément de contrôle ou quoi que ce soit. Mais du coup, justement, ça va recenser des professionnels qui se revendiquent, en tout cas, travailler sur l'endométriose. Donc au moins, c'est des gens qui sont intéressés par le domaine. Qui sont compétents, pas compétents, c'est difficile, on peut pas le dire, on peut pas le juger. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut être aussi une source intéressante pour trouver des gens qui sont intéressés et qui connaissent la maladie. Les associations, ça c'est, je pense, une des plus grosses ressources à utiliser. Donc là, j'en ai mis que 2, mais il y en a plein hein, sur l'endométriose, EndoFrance, EndoMine. Pareil, on envoie un petit mail au bénévole, j'habite à tel endroit, est-ce que vous auriez des conseils à me donner ou quoi que ce soit. Et je termine avec endométrise, ça c'est un programme qui est, alors peut-être que ça se développera ailleurs, c'est quelque chose qui se fait à Lyon. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. L'idée c'est qu'ils vont sélectionner, donc ils prennent pas beaucoup de femmes, mais en tout cas ils prennent certaines femmes sur lesquelles en fait ils vont leur proposer un parcours sur plusieurs semaines qui va être vraiment pluridisciplinaire. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en gros on va y aller et en fonction du bilan qu'on va faire au départ, on va avoir par exemple des consultations avec un médecin, avec un sage-femme, avec un kiné, un ostéo, un chiro, quelqu'un qui va nous faire du sport, une sophrologue. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de global. Alors malheureusement pour nous, c'est pas accessible, parce qu'un des critères pour pouvoir intégrer ce programme-là, c'est d'être lyonnais. Enfin, de résider à côté pour pouvoir être facilement disponible pour venir au rendez-vous. Mais en tout cas, voilà. Donc ça peut être aussi source de ressources par rapport à des professionnels ou des traitements, quoi que ce soit. Peut-être que ça se développera aussi dans la région. Dans les autres petits conseils que je peux vous donner, donc on parlait c'était dans les recommandations de la HAS, l'électrostimulation antalgique. Donc chez les kinés, c'est des machins comme ça, avec les électrodes qu'on colle dans le dos selon les endroits où on a mal. C'est quelque chose qui marche pas mal sur les douleurs justement d'endométriose. Donc soit en fait on peut acheter son petit machin sur Amazon ou n'importe où et coller ses électrodes là-dessus, c'est pas bien compliqué. Donc après on demande à un kiné qui nous montre à la limite au départ. Et après, il vous explique en fait les programmes. Celui qui est important, donc, c'est le TENS, qu'ils font quasiment tous. Il y a d'autres programmes qui peuvent jouer sur la douleur, mais en général, celui qu'on retrouve qui est le plus étudié au niveau scientifique, c'est celui-là. Après, il y a des petits produits spécifiques qu'on trouve dans le commerce, qui sont, je trouve, intéressants, mais j'ai pas eu l'occasion de tester. C'est les petits trucs collants qu'on va se mettre en fait donc au niveau du bas-ventre. Ça se met sous le pantalon, puis après, je fais ma journée comme ça.
Il y a celui-là donc qui est à 60 €, qui a le bénéfice de faire et de l'électrothérapie et de la chaleur. Donc on a un petit effet bouillotte qui va être intéressant, qu'on connaît bien par rapport à l'endométriose. C'est relativement simple et il est pas trop mal. Et il y a un équivalent, en tout cas Urogine, qui fait la même chose, sauf qu'eux, ils n'ont pas le système de bouillotte. Mais donc voilà, c'est des choses que j'ai trouvées sur Internet. Pareil, sur Amazon ou n'importe où, on trouve ça facilement. Dans les outils qui peuvent aider aussi à gérer les douleurs, la méditation de pleine conscience, notamment en tout cas le MBSR, c'est la partie qui est la plus scientifique, celle qui est, enfin c'est né aux États-Unis où ils ont étudié ça pour valider scientifiquement l'impact que ça va y avoir sur la réduction du stress et la réduction des douleurs. Donc, encore une fois, c'est comme tout, hein, c'est pas un remède miracle, mais ça peut être intéressant pour nous donner des outils pour arriver à mieux gérer les douleurs au quotidien. Le yoga, qui était ici également justement dans les recommandations HAS, qui est souvent cité et qu'on retrouve beaucoup dans les études scientifiques justement là-dessus pour en tout cas mettre en lumière justement les apports que ça peut avoir sur la gestion des douleurs, notamment dans l'endométriose. Je reviens aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'au niveau du petit bassin, on avait plus de facilité d'avoir du sang qui allait stagner, pour schématiser un petit peu. Et donc du coup, en ostéo, on pouvait avoir des techniques qui vont nous aider à drainer ce sang. Donc comme on le disait, il y a des choses qu'on peut faire aussi soi-même. Tout ce qui va être les postures déclives. Donc déclive, c'est, en général, on le dit quand c'est dans le lit, c'est quand les pieds ils sont au-dessus de la tête. Enfin, grosso modo, pour faciliter justement que tout ce qui va être liquidien s'écoule. Donc à chaque fois, en fait, la déclive, la référence, ça va être le cœur. Tant que la zone que je veux drainer, elle va être au-dessus, bah du coup, ça coule, ça descend. Donc là, c'est des postures de yoga, mais on peut imaginer aussi d'autres types de postures qu'on retrouverait dans le yoga ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Du moment que les fesses, elles sont au-dessus du cœur, bah du coup, je facilite, en tout cas, la circulation des liquides. Donc c'est des petites choses que je peux faire régulièrement. Je prends 5-10 minutes, je me fais quelques postures. Ça va aider un petit peu ça. Ça sera d'autant plus intéressant qu'on est sur un terrain où il y a déjà des petites fragilités au niveau vasculaire. Si je suis quelqu'un qui a tendance justement à avoir les jambes qui gonflent en fin de journée, avoir des varices ou des choses comme ça, bah on peut s'imaginer qu'en tout cas, le système veineux soit aussi un peu plus fragile, notamment au niveau du petit bassin. L'activité physique. C'est quelque chose qui peut être un peu paradoxal, parce qu'en général, quand on a mal, on n'a pas trop envie d'aller bouger, d'aller faire du sport ou quoi que ce soit. Mais il y a de nombreuses femmes qui souffrent d'endométriose, qui voient leurs symptômes diminuer grâce au sport. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut être intéressant à tester. Donc quelle activité, quelle intensité. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque femme. Donc il faut tester. On voit un peu, on fait. Alors déjà, ce qui est bien, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Si je vais nager mais que je déteste nager, bah j'irai pas souvent, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, voilà, donc faut essayer. L'intensité, c'est pareil, selon les femmes. Il y en a certaines, il va falloir une activité modérée pour pas que ça tape de trop, et d'autres qui, au contraire, non, moi j'ai besoin voilà, d'y aller, de me défoncer, et je sens que c'est comme ça que ça me fait le plus de bien. Donc c'est à essayer, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui souvent, encore une fois, il n'y a rien qui est vrai tout le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose qui souvent apporte un mieux-être, en tout cas au niveau des symptômes. Dans les différents symptômes qu'on avait évoqués, on avait parlé aussi de tout ce qui était digestif, notamment la constipation qu'on peut retrouver fréquemment. La constipation, c'est quelque chose qui va toucher principalement donc, la fin de notre tube digestif, donc le gros intestin. La circulation, elle se fait toujours donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce qu'on peut faire, un truc qui marche bien et qui est tout simple, bah, c'est du massage au niveau de l'abdomen. Je me pose dans mon lit, sur mon canapé, bon, le lit c'est mieux pour qu'on soit en fait à l'horizontale, et je vais venir faire des petits massages circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je peux le faire de façon globale, comme ça. Comme je peux venir de façon plus segmentaire, travailler un petit peu dans la direction justement de mon gros intestin pour essayer d'aider justement la circulation des matières. C'est un truc qui est tout bête, mais ça marche bien. Donc n'hésitez pas à essayer. Autre petit truc pour la constipation, alors on en parle pas mal, donc peut-être que vous savez déjà. Mettre un petit marchepied quand on est aux toilettes. Quand je vais être en position classique, ça met en tension un petit ligament qui va avoir tendance justement à couder un peu notre tube digestif. Donc ça gêne un petit peu la circulation des matières. À l'inverse, avec un petit marchepied, du coup ça verticalise davantage mon tube digestif, et donc du coup c'est plus facile en tout cas pour la circulation. Donc bon, ça c'est une marque, mais il n'y a pas besoin d'une marque, on prend n'importe quoi, quelques annuaires, des livres, dictionnaires empilés, ça marche très bien. On va parler de constipation, on va parler d'alimentation anti-inflammatoire. Alors maintenant, on n'utilise plus trop ce terme, on parle d'alimentation méditerranéenne. C'est pour dire à peu près la même chose.
Ça, c'est un levier qui est, je pense, très intéressant pour travailler sur le terrain, sur tout ce qui va être au fond. Si j'ai grosso modo un terrain où il y a déjà des braises qui sont déjà un peu allumées, bah, la moindre petite flamèche là-dessus, ça part. À l'inverse, si j'ai quelque chose qui est totalement froid, qui est totalement neutre, bah, quand je vais balancer du feu dessus, bah, ça va mettre plus de temps avant de partir. Donc c'est exactement là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Donc grosso modo, donc les petits conseils, voilà. Pour la plupart, c'est des conseils en fait de bon sens. Mais on va essayer de privilégier donc, en tout cas les oméga 3. Donc ça, on va en retrouver dans des huiles, l'huile de lin, l'huile de colza, cameline. C'est des huiles qui supportent pas la cuisson. Donc c'est pour l'assaisonnement, c'est pas pour la cuisson. Cuisson, on va plutôt utiliser l'huile d'olive ou alors l'huile de noix de coco, qui supportent bien les hautes tensions. Les poissons gras, saumon, anchois, tout ça, qui vont être pas mal chargés. Les amandes, ça c'est un produit qui est très intéressant, qui a de très fortes, en tout cas, capacités anti-inflammatoires. Enfin, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas comme si je prenais un anti-inflammatoire, mais en tout cas c'est bien, donc n'hésitez pas à grignoter des amandes, ça y a pas de souci. Des graines, après comme on disait c'est du bon sens. Manger des légumes, des fruits, ça c'est des choses qui vont plutôt avoir un intérêt pour limiter l'ampleur de l'inflammation. À l'inverse, on va essayer de limiter donc les produits animaux, surtout la viande rouge, qui contient pas mal de principes actifs qui vont encourager, favoriser en tout cas l'inflammation. Attention au soja, parce que des fois on se dit, bon moi d'accord, je mange pas steak, mais je vais me faire un steak au soja. Alors, tout est dans la dose. C'est pas le soja, c'est pas parce que j'en mange une fois que ça va poser problème, comme un steak, hein, c'est pas... Mais si je mange à chaque repas, je me fais 400 grammes de steak, c'est sûr que là, ça peut avoir un impact qui sera d'autant plus important. Le soja, donc ça contient beaucoup de phytoestrogènes. Donc c'est des œstrogènes végétaux, mais du coup qui vont avoir un impact sur notre corps comme les œstrogènes de notre corps. Donc ils vont stimuler l'endométriose. Donc on s'en méfie, en tout cas je peux en prendre, mais il ne faut pas que ce soit la base de mon alimentation. Comme on le disait, les trucs classiques. On va limiter tout ce qui est nourriture industrielle, pour préférer plutôt tout ce qui va être fait maison. On évitera aussi tout ce qui est trop de sucre raffiné, trop de sucreries ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est la dose qui va être mauvaise. Donc je peux me manger un Mars, un Lion, c'est pas grave. Mais si vraiment en fait j'en mange beaucoup, c'est ça qui va être négatif et néfaste pour l'organisme. Les laitages, les gluten, c'est ce qu'on retrouve fréquemment dans les intolérances. Le mécanisme en fait d'une intolérance alimentaire, c'est une inflammation. Donc du coup du tube digestif. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les laitages et le gluten, mais ça peut être intéressant d'essayer, de voir si chez nous, ça change quelque chose. Pendant quelques semaines, hop, j'enlève les laitages. Et je vois, quand on dit laitage, surtout lait de vache. Donc les laitages, les fromages, les yaourts. Et est-ce que je sens une différence? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que j'ai moins de symptômes ou pas? Si c'est oui, du coup j'essaierai de prendre moins de laitage. Voir si vraiment j'ai des gros soucis, et peut-être plus, mais en général c'est plutôt dans le moins que dans le plus du tout. Pareil pour le gluten, on essaye pendant quelques semaines, on voit ce que ça donne. Est-ce que je suis mieux? Est-ce que je suis moins bien? Donc ça, c'est des petits conseils que je partage avec vous, mais je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Donc c'est quelques connaissances que j'ai. Donc si c'est des domaines qui vous intéressent, je vous envoie plutôt vers des professionnels qui vont être spécialisés, des diététiciens, nutritionnistes, naturopathes ou autres. Ça, c'est des petits visuels qui m'ont été transmis justement par une diététicienne nutritionniste, Aurélie Morer. Du coup, j'ai quelques petites cartes si ça vous intéresse, qui est sur Clermont, qui travaille notamment sur l'endométriose. Elle fait partie d'une association, Gynédiète, qui travaille sur certaines pathologies féminines, dont l'endométriose. Donc du coup, ils sont spécialisés là-dedans. Ils vont vraiment avoir des programmes en fait pour nous aider, en tout cas, à construire une alimentation qui soit plus en adéquation avec la pathologie. À l'échelle plus locale, on a Fanny Menou qui travaille en fait, qui est spécialisée sur l'endométriose. Actuellement, elle est en congé maternité, donc elle peut pas vous recevoir, mais par contre, voilà, elle travaille sur Issoire. Je lui donnerai les contacts si besoin. Donc comme je disais, ils sont également, s'il y a besoin, sur le site du cabinet. Il y a une petite rubrique annuaire de praticiens. Alors c'est pas très exhaustif, mais en tout cas, voilà, il y a quelques praticiens que j'ai recensés qui vont travailler, entre autres, sur la santé féminine, sur l'endométriose ou autre. Donc on pourra en retrouver sur le site, dont l'adresse est ici. Autre petit conseil qui, je pense, est sans doute sous-utilisé pour jouer contre les douleurs, la masturbation. Donc en dehors d'être agréable, on ne pense pas souvent, mais c'est aussi un bon moyen de jouer sur les douleurs. Ça va libérer des endorphines. Les endorphines, donc c'est les hormones du plaisir, mais c'est une morphine naturelle, donc c'est aussi un antalgique. Donc ça peut être intéressant pour travailler sur les douleurs. Et surtout, je pense aussi, un des gros avantages, c'est que ça va nous permettre de se réapproprier son intimité. Quand on a une zone qui va être douloureuse, qui est source de souffrance, c'est une zone qu'on n'a pas trop envie d'aller titiller. Donc on la met souvent un peu de côté.
Et du coup, on va se couper un petit peu des sensations, on la laisse un petit peu, et comme on disait tout à l'heure, si on reprend ce qu'on disait sur les circulations des liquides, bah, plus une zone elle est mise de côté, moins elle bouge, bah, plus ça va se figer, moins les liquides vont circuler, et plus ça va être source de raideur, donc de douleur, d'irritation au niveau des nerfs. Donc plus en fait cette zone on peut en fait se la réapproprier, plus ça bouge, etc., bah, mieux c'est. Et donc du coup, ça peut être intéressant d'associer cette zone qui est souvent une zone liée à des douleurs, à la crainte ou quoi que ce soit, à quelque chose d'agréable. Donc du coup, n'hésitez pas, en tout cas, ça peut être que intéressant. Petit conseil aussi très intéressant, des petits outils par rapport aux dyspareunies donc profondes, qui sont plutôt propres à l'endométriose, donc les douleurs qu'on va avoir en profondeur au niveau des rapports. Il y a des petites choses qui existent et qui sont vraiment des super outils. Donc il y a le Bumpy qui est à 39 €, c'est 3 anneaux. Alors, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, je vous laisse vous les faire passer. Hop, pour voir un peu ce que ça dit. Donc le Bumpy, c'est une marque allemande, je crois. Donc c'est 3 anneaux, donc à 39 €, qui sont en silicone. Le Honut, c'est une marque américaine. Ils sont à 65 €. Il y en a 4. Ils sont interconnectables. On peut les imbriquer. Donc le principe, c'est que ça va se mettre autour de la verge pour limiter, en fait, faire une butée et donc qu'on ne puisse pas aller trop profond au niveau des rapports sexuels. Donc c'est super parce que ça permet de retrouver des rapports sexuels qui vont être beaucoup plus sereins, où on n'a pas la crainte de se dire ça va faire mal, ça va être trop loin, etc. Merci. Donc en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors, moi, à toucher comme ça les échantillons, moi je partirais plutôt, même s'il est un peu plus cher, sur le Honut. Il y en a 4. Au niveau de l'épaisseur, déjà le 1, il est plus épais que l'autre, donc on aura un peu plus de marge de manœuvre par rapport à ça. Je le trouve mieux, en tout cas. Et en plus, ils sont en train de faire des études scientifiques pour objectiver scientifiquement l'impact que ça a sur les douleurs pendant les rapports. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. En conclusion, donc on l'a déjà dit, mais je le redis, la pluridisciplinarité, plus on va pouvoir avoir d'approches différentes qui vont être variées, plus ça va être intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est si on peut aussi tous travailler ensemble. Donc l'idée, en fait, c'est pareil, d'une équipe, c'est que dans une équipe, on travaille ensemble, on n'est pas à se tirer dans les pattes. Donc c'est hyper intéressant si on peut avoir plusieurs professionnels qui vont travailler autour d'une patiente et qui vont pouvoir surtout communiquer leurs infos. Bah tiens, ouais, moi j'ai trouvé ça, et toi, tout ça. Donc plus on partage d'informations, et plus on fait avancer le traitement, donc plus on avance dans la santé aussi des personnes qui vont être touchées par l'endométriose. Un autre point important, très important, c'est que c'est vous qui dirigez tout ce que vous allez faire. C'est pas toujours facile parce qu'une fois qu'on est rentré dans le parcours médical avec le diagnostic et tout ça, on est un peu emmené, bon bah tiens, ok, vous irez passer l'examen là, de là vous allez voir tel praticien, vous revenez ici, donc on est un peu emmené. Alors ne jamais oublier que c'est votre corps, c'est vous qui dirigez. Donc c'est vous qui décidez ce que vous faites ou pas. Les praticiens, qu'ils soient médicaux ou autres, peu importe, eux ils vont vous dire ce qu'ils pensent être le mieux pour vous. Si ça vous plaît pas, pour une raison X ou Y, et vous faites pas. On aura beau vous dire mais non, mais il faut que vous fassiez ça, c'est ça qui va être intéressant, qui va vous sauver ou quoi que ce soit. Si vous avez décidé que non, c'est non. Donc c'est toujours vous qui dirigez. Et ça, c'est vrai aussi même au milieu d'un examen. Au milieu, alors que ce soit une séance d'ostéo, mais je suis au milieu d'un examen gynéco et je sens que ça ne le fait plus, ça marche pas, ça s'arrête. Même si non, il reste plus que 2 minutes, allez, on y est presque, tout ça. Et ça s'arrête. Si ça le fait plus, ça s'arrête. Donc ça doit toujours rester en fait dans la tête. C'est beaucoup plus maintenant dans la tête des médecins, mais dans tous les cas, voilà, toujours à garder ça et toujours d'essayer en tout cas d'être le plus possible active par rapport à votre parcours de soins. Donc comme on le disait, c'est pas toujours évident parce que il y a plein de choses, c'est complexe, on comprend pas toujours tout, mais essayez en tout cas de garder le plus possible en tout cas de contrôle sur votre santé. C'est en tout cas ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc je vous remercie et si vous avez des questions, en tout cas, je suis disposé à essayer d'y répondre en tout cas.